Bien, madame, je vous remercie. Et puis, je vous remercie de la manière dont vous m'avez présenté tout à l'heure. Cela dit, j'ai cru à un moment que j'allais me retrouver bientôt à l'inventaire des monuments historiques dont ce quartier regorge déjà. Je voudrais préciser que, d'abord, je n'interviens pas du tout en tant qu'éthicienne. J'aurais vraiment du mal à me qualifier de la sorte. Donc, je ne suis qu'une modeste juriste et je parle sous le contrôle d'éminents juristes et d'éminentes juristes que j'ai aperçus dans la salle. Et je voudrais simplement dégager quelques enjeux généraux, puisque certains des thèmes que je vais aborder vont être repris plus en détail, soit dans la deuxième partie aujourd'hui de cette séance, soit dans les séances ultérieures. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler rapidement dans quel contexte ont été élaborées les lois de bioéthique dans le cadre d'une activité qui était déjà en plein essor et qui fonctionnait grâce à des principes élaborés par les SECOS. Alors moi j'ai le souvenir très précis du premier colloque qui était le colloque génétique, procréation et droit en 1985 sous la présidence du doyen Carbonnier. Les juristes savent ce que ça veut dire. Colloque autour duquel tous les spécialistes de différentes disciplines s'étaient posé la question pendant 3 jours, faut-il légiférer ? Alors, à l'époque, les arguments en défaveur d'une législation ne manquaient pas. Certains professionnels trouvaient qu'on se débrouillait très bien avec leurs principes éthiques et qu'ils n'avaient pas besoin que le législateur se mêle de leur activité. Il y avait également un courant philosophique qui existe toujours, qui était extrêmement réticent à tout ce qui pourrait ressembler à de la manipulation sur l'humain. Et dès lors, on pensait que légiférer, c'était déjà légitimer une activité que l'on refusait. Et je me souviens qu'à la fin de ces journées de travail, le doyen Carbonnier nous avait expliqué qu'il était urgent d'attendre, car il n'y avait pas de consensus sur des matières aussi sensibles. Alors, à partir de là, et pendant des années, vont se succéder toutes sortes de réflexions, de rapports. Et après de nombreuses péripéties législatives, il faut rendre hommage au travail de M. Mattei, qui est parvenu à faire voter les 2 lois du 29 juillet 1994, dites lois de bioéthique. Le courant qui a emporté la décision de légiférer correspond très bien aux convictions de M. Mattei, dont on sait qu'en tant que médecin, il est favorable à l'essor de nouvelles technologies et qu'en même temps, en tant que croyant, il avait le souci de faire respecter des valeurs et, comme on le disait à l'époque, d'éviter les dérives. Alors, les dérives, c'était les informations qui nous parvenaient déjà, certes pas par Internet, et qui étaient les mamies bénéficiaires de dons d'ovocytes, notamment en Italie, cette jeune femme en Écosse qui avait voulu un enfant tout en restant vierge, les couples de lesbiennes qui avaient des petits arrangements pour faire un enfant à 2, etc. Et donc, pour éviter ce qui nous paraissait donc à nous des dérives, la France s'est dotée d'un système qui, sans être prohibitif comme d'autres législations, je pense aux législations d'inspiration germanique ou à certains pays très catholiques. Donc la France, tout en refusant une législation prohibitive, s'est placée dans une position intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu non plus ces législations ou ces absences de législation extrêmement libérales comme à l'époque en Belgique, en Italie, et nous savons qu'en Italie les choses ont depuis changé, ou encore en Grande-Bretagne. Alors ce positionnement raisonnable, intermédiaire, a été ensuite suivi par l'Espagne et récemment par de petits pays comme la Grèce ou le Portugal, même si ça peut paraître un peu étonnant vu les traditions catholiques de ce pays. Et d'ailleurs, les lois portugaises ou grecques sont souvent, sur certains points, plus en pointe ou plus libérales que la loi française. Alors, notre loi repose sur un certain nombre de principes. C'est ça qui la caractérise. Et en particulier, le principe fondamental qui est celui du respect de la dignité de la personne humaine, principe qui a aujourd'hui valeur constitutionnelle. Ce principe comporte des corollaires, tels la non-patrimonialité et l'anonymat. Et tous ces principes ont été inscrits dans le Code civil, c'est-à-dire qu'ils ont été gravés dans le marbre, aux articles 16 et suivants. En outre,
Pour ce qui est de l'assistance médicale à la procréation, car les principes qui ont été inscrits aux articles 16 et suivants valent pour l'ensemble des activités de la biomédecine. En outre, pour l'assistance médicale à la procréation, le législateur a voulu se conformer à un certain modèle familial. Donc c'est ce qui caractérise à peu près le droit actuel. Ces orientations ont été confirmées avec quelques petites évolutions lors du réexamen de la loi, ce qui a conduit à la loi du 6 août 2004. La principale innovation, vous l'aborderez dans la deuxième partie de cette séance, c'est l'admission sous certaines conditions de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Donc, si on résume, le droit français de l'assistance médicale à la procréation repose donc sur une démarche qui demeure assez théorique et déductive. C'est-à-dire que l'activité s'inscrit dans le cadre de principes dont la loi déduit un certain nombre de conséquences. Ainsi, nous nous distinguons d'autres formes de régulation, telles la Belgique, où ce sont les professionnels qui régulent leur propre activité, telle la Grande-Bretagne, ou du moins le Royaume-Uni, où il y a une agence qui est la HFEA, qui sécrète ses propres normes. Et donc, nous avons un système que François Thépaut appelait tout à l'heure d'encadrement strict. C'est ce qu'on dit en général. Alors, cet ensemble aspirait à la cohérence. Je pense qu'il était très cohérent au départ. Il aspirait à la permanence. Et là, les choses sont moins évidentes, car le champ de l'assistance médicale à la procréation n'échappe pas à des tensions d'ordre éthique qui sont liées à l'évolution de la science et à l'évolution de la société, ce qui est tout à fait normal. Alors, ces tensions, je vais essayer de vous les exposer, puisqu'elles procèdent de deux ordres de raisons. D'une part, il y a probablement, dans l'ordre interne à la France, un questionnement sur les valeurs qui, en 1994, correspondaient à un consensus. Et d'autre part, comme on l'a déjà sous-entendu dans l'exposé précédent, certains s'interrogent sur la pérennité du droit français au regard du contexte international. Donc j'ai essayé de rester à peu près dans le temps dont je viens d'apprendre qui m'était imparti, qui est de 20 minutes, en voyant rapidement le questionnement sur les valeurs, puis la pérennité du droit français dans le contexte international. Alors, quelles valeurs ? Eh bien, il faut constater que l'incertitude a gagné tout d'abord les principes fondateurs de la loi, que j'ai évoqués il y a quelques instants, et que cette incertitude a gagné aussi les valeurs familiales. Elles vont donc mettre à l'épreuve le droit de l'assistance médicale à la procréation. Ce droit est donc tout d'abord à l'épreuve de l'incertitude sur les principes fondateurs du loi de la bioéthique. Alors, le principe de base, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. Alors, ce principe, depuis le début, les juristes savent bien qu'il est un principe à géométrie variable, dont on peut se demander parfois s'il n'a pas une simple valeur incantatoire. On a tout dit quand on a dit qu'on respecte la dignité de la personne humaine. Toutefois, deux exceptions sont mises en opposition. Selon la première, qui se rattache plutôt à une tradition anglo-saxonne et individualiste, chacun est juge de sa propre dignité. Je schématise, évidemment, les philosophes me pardonneront. C'est ainsi que l'association Mourir dans la dignité se rattache plutôt à cette conception individualiste de la dignité. En droit français, c'est plutôt une conception collective et autoritaire de la dignité qui prévaut. Par exemple, dans la jurisprudence du Conseil d'État, dont vous avez probablement entendu parler, et la fameuse affaire du lancer de nain, activité qui a été jugée en soi contraire au principe de dignité de la personne humaine, même si la personne de petite taille en question trouvait que c'était une activité professionnelle très agréable et très lucrative. Alors, cette conception se réclame de l'impératif kantien de toujours considérer l'homme, l'être humain, aussi comme une fin et jamais comme un moyen.
c'est sur cette conception de la dignité de la personne humaine qu'était fondée la loi de 1994, et c'est pour cette raison, et je n'insisterai peut-être pas là-dessus, que toute recherche sur l'embryon était strictement interdite et que n'étaient autorisées que des études ne portant pas atteinte à l'embryon. Et juste une petite remarque, c'est que cette théorie expliquait pourquoi le législateur acceptait que l'on mette fin à la conservation de certains embryons depuis le départ, ou que certains embryons ne soient pas transférés, car il ne s'agissait pas d'un problème de droit à la vie ou de l'idée que tout embryon devait donner naissance à un enfant, mais il s'agissait de l'absence d'instrumentalisation. Donc, à la limite, on préférait mettre à la poubelle un embryon plutôt que de le considérer comme un objet de recherche. Cette prohibition, vous le savez, a cédé depuis la loi de 2004, qui l'a maintenue sur le plan formel théorique, mais qui lui a apporté d'importantes dérogations. Alors, il s'agit là d'une percée de ce que l'on peut appeler l'utilitarisme, c'est-à-dire que le législateur a préféré autoriser certaines recherches en raison des espoirs que faisaient naître les recherches sur les cellules souches embryonnaires pour remédier aux maladies dégénératives. Alors ce changement de cap, qui a été quand même assez rapide et assez brutal, conduit parfois à s'interroger sur la valeur de principes auxquels on renonce dès qu'ils deviennent gênants pour la recherche. D'autres sont plus optimistes et font remarquer que la controverse éthique n'a pas été inutile, puisqu'on voit actuellement des chercheurs qui trouvent d'autres modes de production de cellules souches que les cellules souches embryonnaires, afin de balayer les arguments éthiques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est lors des prochaines révisions, est-ce que le curseur va encore se déplacer pour autoriser des recherches qui aujourd'hui ne le sont pas, telles les recherches en vue du clonage thérapeutique? Voilà donc pour le principe du respect de la dignité de la personne humaine qui, on le voit, a surtout concerné finalement l'embryon in vitro dans les lois de 1994. Alors les autres principes sont des principes corollaires. Et ceux-là, alors là on est tout à fait dans la législation de l'assistance médicale à la procréation. Les corollaires du respect de la dignité, ce sont d'une part la non-patrimonialité et l'anonymat. Or nous voyons qu'ils sont eux aussi en question. D'abord la non-patrimonialité, qui s'est trouvée dès 1994 en parfaite harmonie avec le principe de dignité. Et je citerai Emmanuel Kant, puisque c'est de lui que les auteurs de la loi se sont parfois réclamés. L'homme n'est pas autorisé à vendre un seul de ses membres pour de l'argent, même s'il devait recevoir 10 000 thalers pour un seul de ses doigts, car autrement, on pourrait lui acheter tous ses membres. On peut disposer des choses qui n'ont pas de liberté, mais pas d'un être qui dispose d'un libre arbitre. Donc voilà philosophiquement comment s'explique ce principe de non-patrimonialité. Toutefois, la non-patrimonialité, si elle impose que le donneur ne s'enrichisse pas, n'implique pas qu'il s'appauvrisse. Et c'est pourquoi la loi française a prévu des modalités de remboursement des frais exposés par les donneurs, dont on sait qu'ils ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des dépenses au sens large liées à l'assistance médicale à la procréation avec donneur. Et la loi française ne va pas au-delà. Elle le fait dans d'autres domaines, comme par exemple les volontaires sains en matière de recherche biomédicale. Mais là, il est interdit d'aller au-delà du remboursement des frais. Alors, je me pose la question de savoir si l'on devait, mais c'est un thème que vous aborderez une autre fois, si l'on devait admettre certaines formes de maternité de substitution, est-ce qu'on pourrait se tenir à ce système strict de remboursement de frais sur facture, compte tenu des contraintes que subirait la donneuse pendant toute la durée de la grossesse.
Alors, le deuxième principe, qui est assez largement en question, c'est l'anonymat. Donc, l'anonymat, au départ, il est lié à la gratuité, puisqu'il garantit, puisque le donneur et le receveur ne se connaissent pas, il garantit qu'il n'y aura pas d'échange mercantile entre eux. Mais dans le domaine du don de gamètes, l'anonymat a aussi une autre fonction, dans la mesure où il contribue à l'effacement du donneur et où il fait apparaître exclusivement le trio formé du couple et de l'enfant. Alors, l'anonymat fait aujourd'hui l'objet d'un questionnement lié à l'accès aux origines, mais dans le domaine qui nous préoccupe, il fait aussi apparaître des difficultés pratiques au regard du don d'ovocytes, puisque le don d'ovocytes fonctionne beaucoup mieux dans un système juridique qui autorise le don direct. En outre, le système français n'est pas dépourvu d'ambiguïté, puisque tous les médecins ici présents savent bien que les couples qui peuvent désigner ou amener une donneuse anonyme bénéficient d'un traitement de faveur par rapport aux couples qui n'ont pas cette possibilité. Alors, faut-il supprimer le don de gamètes ? Certains le souhaitent au nom de la transparence. Une proposition de loi, qui est la proposition Pécresse, propose une solution du double guichet qui laisserait le choix à la fois au donneur et au receveur. Et là, je me pose également la question de la maternité de substitution, car si elle devait être admise, je ne vois pas très bien comment elle pourrait être organisée dans le cadre de l'anonymat. Et là, à mon sens, il y aurait ensuite des effets de domino, c'est-à-dire que la transparence aurait tendance à s'étendre aux autres formes de dons de gamètes. Alors voilà la première raison de mettre en cause le droit actuel d'assistance médicale à la procréation. C'est une interrogation sur les principes, mais il y a aussi une interrogation sur les évolutions de la famille. Parce que comme nous l'a dit François tout à l'heure, si le droit de l'AMP est un droit qui est fondé sur la notion de soin, il est aussi fondé sur un modèle de famille. Or, ce modèle de famille est aujourd'hui à l'épreuve d'un certain pluralisme familial. C'est-à-dire que le couple traditionnel, formé d'un homme et d'une femme, vivant en âge de procréer, non séparés, non divorcés, sur lequel reposent les lois de 1994 et de 2004, c'est un modèle qui n'est plus exclusif. Il n'y a qu'à voir les enfants d'une classe de collège lambda, c'est très bien que ça ne correspond, je ne sais pas si c'est encore la majorité des enfants. Alors, prenons un exemple, c'est le cas des couples homosexuels. Dans un domaine voisin qui est celui de l'adoption, certes, la Cour de cassation n'a pas voulu consacrer l'adoption par des couples homosexuels, mais aux couples de sexe différents. Alors, plus délicate également dans ce même domaine des évolutions de société, plus délicates sont ce que j'appelle les situations limites. Les situations limites, ce sont les situations auxquelles sont confrontées tous les jours les équipes d'AMP et qu'ils nous réfèrent quelquefois au centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, dont je fais partie, ainsi que plusieurs personnes dans cette salle. Alors, ces situations limites, c'est par exemple le cas de ce monsieur ça a été publié dans un des bulletins du SECOS, ce monsieur qui était en phase terminale d'un cancer et dont l'épouse demandait qu'on lui restitue les paillettes de sperme qu'il avait fait conserver au début de sa maladie, et demandait qu'on fasse une fécondation in vitro vite, dans les quelques jours ou les quelques heures qui lui restaient à vivre, puisque ensuite, une fois qu'il serait mort, ce serait interdit. C'est le cas de ces couples où il y a une femme de 35 ou 38 ans qui vit avec un monsieur qui en a 65 et qui est déjà grand-père plusieurs fois d'un premier mariage. Et on pourrait ajouter les couples qui sont atteints d'une maladie génétique, qui sont en grande difficulté socio-professionnelle, les étrangers en situation irrégulière qui ont déjà 10 enfants restés au pays, etc. Et donc ces situations-là, la loi ne permet ni de dire oui, ni de dire non, et donc elle place les équipes devant des dilemmes éthiques majeurs, dont on a un peu de mal à les aider à les résoudre.
Et enfin, toujours dans ce domaine des évolutions familiales et sociales, je me pose quelques questions sur les contradictions de la société française, où d'un côté, et la présentation Internet nous l'a très bien montré tout à l'heure, où d'un côté on recourt à des montages de plus en plus compliqués, qu'on pourrait appeler artificiels, avec ces couples d'hommes, de femmes, maternité de substitution accompagnés de dons de gamètes, d'une part, et d'autre part, la tendance forte à faire coïncider le lien de filiation avec la génétique. C'est ainsi que, pour la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de filiation, la preuve biologique est de droit, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Et toutes les revendications d'accès aux origines, ou encore ce que la présentation Internet n'a peut-être pas montré parce que c'était un peu en marge, l'accès direct aux tests de paternité via Internet, il y a là des tendances contradictoires, puisque d'un côté, on voit la filiation se dissocier complètement du biologique, et de l'autre côté, on la voit s'y assimiler complètement. Et là, je me demande s'il n'y a pas un risque de confusion des genres, dont on voit déjà des manifestations où la donneuse d'ovocytes serait la sœur de la receveuse, la gestatrice ce serait sa mère. Comme ça, on fait un montage, mais en même temps on reste dans la famille. Et pourquoi pas le clonage reproductif, qui est le comble de la similitude génétique. Alors voilà pourquoi, sur le plan interne, le droit de l'assistance médicale à la procréation peut être remis en question. Et ai-je le temps de dire quelques mots sur les interrogations que l'on peut avoir sur sa pérennité au regard du contexte international? Alors, comme on le sait, on ne peut empêcher, déjà actuellement, on ne peut empêcher les Français d'avoir recours dans d'autres pays à ce que la loi française leur interdit, et aller dans des pays qui sont plus libéraux que les nôtres. Alors, bien plus, et ça n'est pas nouveau, puisque je fais allusion à une affaire qui a été jugée il y a plusieurs années par une juridiction britannique, il semblerait que le droit communautaire, avec la libre circulation des personnes et le droit à l'accès aux services dans l'ensemble des pays européens, il semblerait que le droit européen oblige les États à permettre ce genre de tourisme, puisque je pense à l'affaire Blood, Mrs. Blood, cette citoyenne britannique qui a été autorisée à emporter le sperme de son mari qu'elle avait fait prélever alors que celui-ci était dans le coma, a emmené le sperme en Belgique, ce qui lui a permis d'avoir ensuite 2 enfants par insémination artificielle. Alors, en dehors de l'Europe, certes, là, il n'y a pas un droit de recevoir des soins, mais personne n'empêche les Français d'aller aux États-Unis pour recourir à des maternités de substitution. Ce qu'on vient de voir dans une affaire récente qui a été jugée par la Cour d'appel de Paris. Alors, jusqu'ici, si ça n'était pas interdit, le retour avec l'enfant posait de sérieux problèmes de filiation, puisque les tribunaux français n'admettent pas que la filiation de l'enfant qui a été conçu par maternité de substitution à l'étranger soit établie en France. Mais il y a quand même un arrêt ça n'est qu'un arrêt bien sûr, mais qui permet de se poser quelques questions, puisque la Cour d'appel de Paris a reconnu la validité en France d'un jugement californien qui a été rendu régulièrement selon la loi de cet État et qui reconnaissait les parents d'accueil comme les parents légaux de l'enfant. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont choqués par ce tourisme procréatif. Personnellement, je pense qu'il est une conséquence de la liberté individuelle. Et d'ailleurs, nous sommes moins choqués lorsqu'il nous permet, en sens inverse, d'accueillir des femmes qui ne peuvent pas bénéficier chez elles d'une IVG, de l'accouchement sous X, voire même de fécondation in vitro, puisque maintenant le sud de la France reçoit quelquefois des femmes italiennes. Alors je sais, cela pose un problème financier, puisque seuls les couples aisés peuvent se permettre ce type de voyage, mais enfin, est-ce qu'il n'en est pas de même dans d'autres cas? Alors pour finir,
On peut se demander s'il faut aller plus loin, c'est-à-dire est-ce que ce contexte international pourrait conduire à une unification des législations. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend parfois. Alors juridiquement, il n'y a pas de raison d'unifier les législations. Sur le plan international, il est extrêmement difficile d'obtenir autre chose que des déclarations de principe, telle la déclaration universelle sur la bioéthique de l'UNESCO, où il faut bien dire qu'elle demeure extrêmement générale. On a vu avec le clonage reproductif que les Nations Unies ont eu les plus grandes difficultés à obtenir une déclaration commune. Et finalement, le texte adopté est assez décevant, puisqu'on a réussi à interdire toute forme de clonage. Alors on dit, ah ça y est, toute forme de clonage est interdite. Et puis la phrase continue, mais seulement dans la mesure où il est incompatible avec le respect de la dignité de la personne humaine. Et donc avec ce que je vous ai dit sur le flou du principe respect de la dignité de la personne humaine, voilà probablement un texte qui est à peu près sans portée. Quant à la Convention d'Oviedo, qui est le seul texte véritablement contraignant, là encore, il ne contient que des choses assez générales, ce qui n'empêche pas qu'il ne soit pas ratifié par un certain nombre de pays, dont la France. Donc je crois que la contrainte juridique internationale est assez faible. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'est pas plus contraignante puisque quand elle est saisie sur des questions d'assistance médicale à la procréation, comme elle a été récemment dans l'affaire Evans, qui concernait encore le Royaume-Uni, eh bien, elle estime que les États ont une large marge d'appréciation et qu'au fond, cela relève de la culture de chaque État. Alors, faut-il se poser la question lors de la révision des lois de bioéthique? Je sais que c'est un argument qui est assez souvent invoqué. On dit, mais alors, puisque c'est permis ailleurs, pourquoi est-ce que nous continuons à avoir une législation contraignante? À quoi servent ces prohibitions? D'autant plus que finalement, si nous on réglementait, nous pourrions offrir à ces couples des conditions plus éthiques plutôt que de les livrer au trafic et aux filières douteuses. Et donc je terminerai sur cette interrogation car je ne suis pas convaincue par cette idée qu'il faudrait systématiquement tout aligner sur le pays le plus libéral, ce qui n'empêche pas qu'il faudra probablement faire évoluer les choses, mais non pas parce qu'on n'est plus permissif ailleurs, simplement parce que j'ai essayé de le montrer, nos principes éthiques et nos principes sociaux sont de nature à évoluer.